Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Première partie. Chapitre 1. Mer du Nord. Hareng à bâbord! Annonça la vigie, et le vol de mouettes du phare du Sable Rouge accueillit la nouvelle avec des cris de soulagement. Il y avait 6 heures qu'elles volaient sans interruption, et bien que les mouettes pilotes les aient conduites par des courants d'air chaud agréables pour planer au-dessus de l'océan, elles sentaient le besoin de refaire leur force, et pour cela, quoi de mieux qu'une bonne ventrée de harengs. Elles survolaient l'embouchure de l'Elbe dans la mer du Nord. D'en haut, elles voyaient les bateaux à la queue leu-leu comme des animaux marins, patients et disciplinés, attendant leur tour pour gagner la pleine mer et là, mettre le cap vers tous les ports de la planète. Kenga, une mouette aux plumes argentées, aimait particulièrement regarder les pavillons des bateaux car elle savait que chacun représentait une façon de parler, de nommer les choses avec des mots différents. Comme c'est difficile pour les hommes. Nous, les mouettes, nous crions de la même manière dans le monde entier, cria un jour Kenga à l'une de ses compagnes de vol. C'est comme ça. Et le plus étonnant, c'est que parfois elles arrivent à se comprendre, répondit sa compagne. Au-delà de la ligne de la côte, le paysage était d'un vert intense. C'était un immense pré dans lequel on distinguait les troupeaux de moutons en train de paître à l'abri des digues et les ailes paresseuses des moulins à vent. Suivant les instructions des pilotes, la bande de mouettes du phare du Sable Rouge prit un courant d'air froid et se jeta en piqué sur le banc de harengs. 120 corps trouèrent la mer comme des flèches et en ressortant de l'eau, chaque mouette tenait un hareng dans son bec. Délicieux hareng, délicieux et gros, juste ce qu'il leur fallait pour reprendre de l'énergie avant de continuer à voler jusqu'à Den Helder, où les rejoindraient les vols des îles Frissonnes. Le plan de vol prévoyait de continuer ensuite jusqu'au Pas-de-Calais et à la Manche, où elles seraient reçues par les bandes de la baie de Seine et de Saint-Malo, en compagnie desquelles elles voleraient jusqu'au ciel de Biscaye. Elles seraient alors 1 millier qu'on verrait comme un rapide nuage d'argent et que grossiraient les bandes de Belle-Île, d'Oléron, des caps Machichaco, de Lapio et de Peñas. Lorsque toutes les mouettes autorisées par la loi de la mer et des vents voleraient au-dessus de la Biscaye, la grande convention des mouettes des mers Baltiques, du Nord et de l'Atlantique pourrait commencer. Oh, ce serait une belle réunion. Kenga y pensait en pêchant son 3e hareng. Comme tous les ans, on y raconterait des histoires intéressantes, en particulier celle des mouettes du cap de Peñas, voyageuses infatigables qui parfois volaient jusqu'aux îles Canaries ou aux îles du Cap-Vert. Les femelles, comme elles, feraient de grands festins de sardines et de calamars pendant que les mâles construiraient les nids au bord d'une falaise. Elles y pondraient leurs œufs, les couvraient à l'abri de toutes les menaces, et quand les premières plumes résistantes pousseraient au poussin, viendrait la plus jolie partie du voyage, leur apprendre à voler dans le ciel de Biscaye. Kenga plongea pour attraper un 4e hareng et n'entendit pas le cri d'alarme qui ébranla l'air. « Danger à tribord! Décollage urgent !» Lorsque Kenga sortit la tête de l'eau, elle était seule sur l'immensité de l'océan. Chapitre 2. Un chat grand, noir et gros. « J'ai beaucoup de peine à te laisser tout seul, » dit l'enfant en caressant le dos du chat grand, noir et gros. Puis il continua à remplir son sac à dos. Il prenait une cassette du groupe Pur, un de ses favoris. La rangeait, hésitait, la sortait et ne savait pas s'il la remettait dans le sac ou s'il la laissait sur la table. Il n'arrivait pas à décider ce qu'il allait emmener en vacances et ce qu'il allait laisser à la maison. Le chat grand, noir et gros le regardait avec attention, assis sur le bord de la fenêtre, son endroit préféré. « J'ai pris mes lunettes pour nager. Zorba, tu n'as pas vu mes lunettes? Non?
Ah, tu ne les connais pas, toi, tu n'aimes pas l'eau. Tu ne sais pas ce que tu perds. La natation est un des sports les plus amusants. Des croquettes? Proposa l'enfant en prenant une boîte de croquettes pour chat. Il lui en servit une ration plus que généreuse, et le chat grand, noir et gros se mit à mastiquer lentement pour faire durer le plaisir. Quelle croquette délicieuse, craquante, au bon goût de poisson. C'est un garçon formidable, pensa le chat la bouche pleine. Comment ça? Un garçon formidable. Oh, le meilleur, corrigea-t-il en avalant. Zorba, le chat grand, noir et gros, avait de bonnes raisons de penser cela de cet enfant qui dépensait son argent de poche en délicieuses croquettes, qui nettoyait la litière de la caisse où il faisait ses besoins et qui l'instruisait en lui parlant de choses importantes. Ils passaient de longues heures ensemble sur le balcon à regarder l'activité incessante du port de Hambourg. Et là, par exemple, le garçon lui disait « Tu vois ce bateau, Zorba? Tu sais d'où il vient? Du Libéria, un pays d'Afrique très intéressant parce qu'il a été fondé par des hommes qui avaient été des esclaves. Quand je serai grand, je serai capitaine d'un grand voilier et j'irai au Libéria. Tu viendras avec moi, Zorba? Tu seras un bon chat de mer, j'en suis sûr. » Comme tous les enfants des ports, il rêvait de voyages dans des pays lointains. Le chat grand, noir et gros l'écoutait en ronronnant et se voyait aussi à bord d'un voilier sillonnant les mers. Oui, le chat grand, noir et gros avait beaucoup de tendresse pour le garçon et il n'oubliait pas qu'il lui devait la vie. Zorba avait contracté cette dette exactement le jour où il avait quitté le panier dans lequel il vivait avec ses 7 frères. Le lait de sa mère était tiède et doux, mais lui, il voulait goûter ces têtes de poisson que les gens du marché donnaient au grand chat. Il ne pensait pas en manger une entière, non, il voulait la traîner jusqu'au panier et là miauler à ses frères. « Assez de téter notre pauvre mère, vous ne voyez pas comme elle a maigri? Manger du poisson, c'est la nourriture des chats des ports !» Peu de temps avant de quitter le panier, sa mère lui avait miaulé très sérieusement. « Tu es agile et malin, c'est très bien, mais tu dois faire attention à ne pas sortir du panier. Demain ou après-demain, les humains vont venir décider de ton destin et celui de tes frères. Ils vont sûrement vous donner des noms sympathiques et vous serez assuré d'être nourris. C'est une grande chance de naître dans un port. Car dans les ports, on aime et on protège les chats. La seule chose que les humains attendent de nous, c'est que nous éloignions les rats. Eh oui, mon enfant, être chat de port est une grande chance. Mais tu dois faire attention, car il y a en toi quelque chose qui peut faire ton malheur. Mon enfant, si tu regardes tes frères, tu verras qu'ils sont gris ou rayés, comme les tigres. Toi, tu es né tout noir, sauf la petite tache blanche que tu as sous le menton. Il y a des humains qui croient que les chats noirs portent malheur. Ah, c'est pourquoi, mon petit, il ne faut pas sortir du panier. » Mais Zorba, qui était alors une petite boule de charbon, quitta le panier. Il voulait goûter une de ces têtes de poisson. Et il voulait aussi voir un peu le monde. Il n'alla pas très loin. La queue dressée et vibrante en trottant vers un étal de poissonnier, il passa devant un grand oiseau qui somnolait, la tête penchée. C'était un oiseau très laid, avec une énorme poche sous le bec. Soudain, le petit chat sentit que le sol s'éloignait de ses pattes, et sans comprendre ce qui lui arrivait, il se retrouva en train de faire une cabriole en l'air. Se souvenant de l'une des premières leçons de sa mère, il chercha un endroit pour retomber sur ses 4 pattes, mais en bas, l'oiseau l'attendait, le bec ouvert. Il tomba dans la poche. Oh! Il y faisait noir, et ça sentait horriblement mauvais. « Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir !» miaula-t-il désespéré. « Ah bon, tu parles? Quelle bête tu es? » croissa l'oiseau sans ouvrir le bec. « Laisse-moi sortir ou je te griffe !» miaula-t-il menaçant. « Ouais, je crois que tu es une grenouille. Tu es une grenouille ?» croissa l'oiseau, toujours le bec fermé. « Je m'étouffe, oiseau idiot !» miaula le petit Zorba. « Ouais, tu es une grenouille. Une grenouille noire. C'est étrange, » croissa l'oiseau. « Je suis un chat, je suis en colère. Laisse-moi sortir ou tu vas le regretter !» miaula le petit Zorba en cherchant où planter ses griffes dans la poche sombre. « Tu crois que je sais pas distinguer un chat et une grenouille? Les chats sont poilus, rapides et ils sentent la pantoufle. Toi, t'es une grenouille, voilà. Une fois j'ai mangé des grenouilles, c'est pas mauvais, mais elles étaient vertes. Dis donc. Tu serais pas une grenouille vénéneuse, par hasard? » croissa l'oiseau inquiet. « Oui, je suis une grenouille vénéneuse et en plus je porte malheur. »« Quel problème?
L'autre jour, j'ai avalé un hérisson vénéneux et il ne m'est rien arrivé. Quel problème, hein? Je t'avale ou je te crache? Réfléchit l'oiseau. Mais il ne croassa rien de plus car il s'agita, battit des ailes et ouvrit finalement le bec. Couvert de bave, le petit Zorba sortit la tête et sauta par terre. Il vit alors le garçon qui tenait l'oiseau par le cou et le secouait. « Tu es aveugle ou quoi, pélican imbécile? Viens, mon chat. Un peu plus et tu finissais dans le ventre de cet oiseau. » Et il le prit dans ses bras. C'est ainsi qu'avait commencé cette amitié qui durait depuis 5 ans. Le baiser de l'enfant sur sa tête éloigna ses souvenirs. Il le vit enfiler son sac à dos, marcher vers la porte, et de là, lui dire encore adieu. « À dans 2 mois, je penserai à toi tous les jours, Zorba, je te le promets. »« Au revoir, Zorba, au revoir, mon gros !» crièrent les 2 petits frères du garçon. Le chat grand, noir et gros entendit qu'on fermait la porte à double tour et il courut jusqu'à la fenêtre sur la rue pour voir sa famille adoptive avant qu'elle ne s'éloigne. Le chat grand, noir et gros poussa un soupir de satisfaction. Pendant 2 mois, il allait être le seigneur et maître de l'appartement. Un ami de la famille viendrait tous les jours lui ouvrir une boîte de nourriture et changer sa litière. 2 mois pour se prélasser dans les fauteuils, sur les lits, ou sortir sur le balcon, grimper sur les toits, aller jusqu'aux branches du vieux marronnier et descendre le long de son tronc jusqu'à la cour où il retrouverait les chats du quartier. Il n'allait pas s'ennuyer. Pas du tout. C'est ce que pensait Zorba, le chat grand, noir et gros, car il ne savait pas ce qui allait lui tomber dessus très bientôt. Chapitre 3. Hambourg en vue. Kenga déplia ses ailes pour prendre son envol, mais la vague fut plus rapide et la recouvrit toute. Quand elle sortit de l'eau, la lumière du jour avait disparu, et après avoir secoué énergiquement la tête, elle comprit que la malédiction des mers obscurcissait sa vue. Kenga, la mouette aux plumes argentées, plongea sa tête dans l'eau à plusieurs reprises, jusqu'à ce que quelques étincelles de lumière arrivent à ses pupilles couvertes de pétrole. La tache visqueuse, la peste noire, collait ses ailes à son corps, et elle se mit à remuer les pattes dans l'espoir de nager vite et de sortir du centre de la vague noire. Tous les muscles tétanisés par l'effort, elle atteignit enfin la limite de la tache de pétrole et le frais contact de l'eau propre. Lorsque, à force de cligner des yeux et de plonger sa tête sous l'eau, elle réussit à nettoyer ses yeux, elle regarda le ciel et ne vit que quelques nuages qui s'interposaient entre la mer et l'immensité de la voûte céleste. Ses compagnes de la bande du phare du Sable Rouge devaient être loin, très loin. C'était la loi. Elle aussi. Elle avait vu des mouettes surprises par les vagues noires mortelles, et malgré son désir de descendre leur apporter une aide aussi inutile qu'impossible, elle s'était éloignée, respectant la loi qui interdit d'assister à la mort de ses compagnes. Les ailes immobilisées, collées au corps, les mouettes étaient des proies faciles pour les grands poissons. Ou bien, elles mouraient lentement, asphyxiées par le pétrole, qui en glissant entre leurs plumes bouchait tous leurs pores. C'était le sort qui l'attendait, et elle désira disparaître rapidement dans le gosier d'un grand poisson. La tache noire, la peste noire, tandis qu'elle attendait l'issue fatale. Kenga maudit les humains. « Pas tous. Il ne faut pas être injuste, » cria-t-elle faiblement. Souvent, elle avait vu d'en haut comment les grands pétroliers profitaient des jours de brouillard côtier pour aller en haute mer nettoyer leurs réservoirs. Ils jetaient à la mer des milliers de litres d'une substance épaisse et pestilentielle qui était entraînée par les vagues. Elle avait aussi vu que, parfois, des petites embarcations s'approchaient des pétroliers et les empêchaient de vider leurs réservoirs. Malheureusement, ces petits bateaux aux couleurs de l'arc-en-ciel n'arrivaient pas toujours à temps pour empêcher qu'on empoisonne les mers. Kenga passa les heures les plus longues de sa vie, posé sur l'eau, à se demander atterré si ce n'était pas la plus terrible des morts qui l'attendait. Pire que d'être dévoré par un poisson, pire que l'angoisse de l'asphyxie. Mourir de faim. Désespérée à l'idée d'une mort lente, elle remua et se rendit compte avec étonnement que le pétrole n'avait pas collé ses ailes contre son corps. Ses plumes étaient imprégnées de cette substance épaisse, mais au moins, elle pouvait étendre les ailes. « J'ai peut-être encore une chance de sortir de là. Et qui sait, si en volant haut, très haut, le soleil ne fera pas fondre le pétrole. »
Une histoire racontée par une vieille mouette des îles Frisonnes revint à sa mémoire. Cela parlait d'un humain nommé Icare qui, pour réaliser son rêve de voler, s'était fabriqué des ailes avec des plumes d'aigle et avait volé très haut, tout près du soleil, si bien que la chaleur avait fait fondre la cire qui collait les plumes, et il était tombé. Kenga battit des ailes, replia ses pattes, s'éleva de quelques centimètres et retomba dans l'eau. Avant de recommencer, elle plongea complètement et remua ses ailes sous l'eau. Cette fois, elle s'éleva d'1 mètre avant de retomber. Ce maudit pétrole collait les plumes de sa queue de sorte qu'elle ne pouvait pas guider son ascension. Elle replongea et avec son bec retira la couche de saleté qui couvrait sa queue. Elle supporta la douleur de l'arrachage des plumes jusqu'à ce que sa queue soit un peu moins sale. Au 5e essai, Kenga réussit à s'envoler. Elle battait des ailes désespérément car le poids de la couche de pétrole l'empêchait de planer. Un seul arrêt et elle tomberait. Par chance, elle était jeune et ses muscles répondaient bien. Elle vola très haut. Sans cesser de battre des ailes, elle regarda en bas et vit à peine la côte comme une ligne blanche. Elle vit aussi quelques bateaux comme de minuscules objets sur une nappe bleue. Elle monta plus haut, mais les effets du soleil qu'elle attendait ne l'atteignaient pas. Peut-être les rayons donnaient-ils une chaleur trop faible, peut-être la couche de pétrole était-elle trop épaisse. Kenga comprit qu'elle n'aurait pas suffisamment de force pour continuer à battre des ailes et vola vers l'intérieur des terres en suivant la ligne verte et sinueuse de l'Elbe, à la recherche d'un endroit pour se poser. Son battement d'ailes devint de plus en plus lourd et lent. Elle perdait ses forces. Elle ne volait plus aussi haut. Dans un effort désespéré pour reprendre de l'altitude, elle ferma les yeux et battit des ailes avec ses dernières énergies. Elle ne sut pas combien de temps elle vola, les yeux fermés. Mais quand elle les rouvrit, elle était au-dessus d'une haute tour ornée d'une girouette d'or. « Saint-Michel !» cria-t-elle en reconnaissant la tour de l'église de Hambourg. Ses ailes refusèrent de la porter plus loin. Chapitre 4. La fin d'un vol. Le chat grand, noir et gros prenait le soleil sur le balcon en ronronnant et en pensant comme c'était bon d'être là à recevoir les rayons du soleil, le ventre en l'air, les 4 pattes repliées et la queue étirée. Au moment précis où il se retournait paresseusement pour présenter son dos au soleil, il entendit le bourdonnement d'un objet volant qu'il ne sut pas identifier et qui s'approchait à grande vitesse. Inquiet, il se dressa d'un seul coup sur ses 4 pattes et arriva tout juste à se jeter de côté pour esquiver la mouette qui s'abattit sur le balcon. C'était un oiseau très sale. Tout son corps était imprégné d'une substance noire et malodorante. Zorba s'approcha et la mouette essaya de se redresser en traînant les ailes. « Ce n'était pas un atterrissage très élégant, » miaula-t-il. « Je regrette. Je ne pouvais pas faire autrement. »« Dis donc, tu es dans un drôle d'état, mais qu'est-ce que tu as sur le corps? Tu sens vraiment mauvais. »« J'ai été atteinte par une vague noire. La peste noire, la malédiction des mers, je vais mourir. »« Mourir? Mais ne dis pas ça, tu es fatigué et sale, c'est tout. Pourquoi ne vas-tu pas jusqu'au zoo? C'est pas loin, il y a des vétérinaires qui pourront t'aider. »« Je ne peux pas. C'était mon dernier vol, » croissa la mouette d'une voix presque inaudible. Et elle ferma les yeux. « Allons, ne meurs pas, repose-toi un peu et tu verras, tu iras mieux. Tu as faim? Je vais t'apporter un peu de ma nourriture, mais ne meurs pas, » miaula Zorba en s'approchant de la mouette évanouie. Surmontant son dégoût, le chat lui lécha la tête. Cette substance qui la couvrait avait un goût horrible. Quand il lui passa la langue sur le cou, il remarqua que la respiration de l'oiseau était de plus en plus faible. « Écoute, mon ami, je veux t'aider, mais je ne sais pas comment. Essaie de te reposer pendant que je vais demander ce qu'on fait avec une mouette malade. » miaula Zorba avant de grimper sur le toit. Il s'éloignait vers le marronnier quand il entendit la mouette l'appeler. « Tu veux que je te laisse un peu à manger ?» miaula-t-il soulagé. « Non, je vais pondre un œuf. Avec les dernières forces qui me restent, je vais pondre un œuf. Chat, mon ami, on voit que tu es bon, que tu as de nobles sentiments. Je vais te demander de me promettre 3 choses. Tu vas le faire ?» demanda-t-elle en secouant maladroitement ses pattes dans un essai manqué pour se redresser. Zorba pensa que la pauvre mouette délirait et qu'avec un oiseau dans un état aussi lamentable, on ne pouvait qu'être généreux. « Je te promets tout ce que tu voudras, mais maintenant repose-toi, » miaula-t-il avec compassion. « Je n'ai pas le temps de me reposer. Promets-moi
que tu ne mangeras pas l'œuf, dit-elle en ouvrant les yeux. Ah, je promets de ne pas manger l'œuf. Promets-moi de t'en occuper jusqu'à la naissance du poussin, croissa-t-elle en soulevant la tête. Je promets de m'occuper de l'œuf jusqu'à la naissance du poussin. Et promets-moi que tu lui apprendras à voler, croissa-t-elle en regardant fixement le chat dans les yeux. Alors Zorba pensa que non seulement cette malheureuse mouette délirait, mais qu'elle était complètement folle. « Je promets de lui apprendre à voler. Et maintenant, repose-toi, je vais chercher de l'aide. » miaula Zorba en sautant sur le toit. Kenga regarda le ciel, remercia les bons vents qui l'avaient accompagnée, et juste au moment où elle poussait son dernier soupir, un petit œuf blanc, taché de bleu, roula à côté de son corps imbibé de pétrole. Chapitre 5. À la recherche d'un conseil. Zorba descendit rapidement le long du tronc du marronnier, traversa la cour de l'immeuble à toute vitesse en évitant de se faire remarquer par les chiens vagabonds, sortit dans la rue, s'assura qu'il n'y avait pas d'auto, traversa et courut jusqu'au Cuneo, un restaurant italien du port. 2 chats qui reniflaient une caisse à ordures le virent passer. « Eh mon pote, tu vois ce que je vois? Oh, quel joli petit gros !» miaula l'un des chats. « Ah ouais, mon vieux, comme il est noir, c'est pas une boule de graisse, c'est une boule de goudron. Et où tu vas, petite boule de goudron? » Même préoccupé par la mouette, Zorba n'était pas disposé à laisser passer les provocations de ces 2 voyous. Alors il s'arrêta, hérissa les poils de son dos et sauta sur le couvercle de la poubelle. Lentement, il étira une patte de devant, sortit une griffe longue comme une allumette et l'approcha du museau de l'un des provocateurs. « Elle te plaît? J'en ai 9 autres du même modèle. Tu veux les essayer ?» miaula-t-il très calmement. Le chat, qui avait la griffe sous le nez, avala sa salive avant de répondre sans quitter la griffe des yeux. Non, chef, quelle belle journée, non, pas vrai? Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Demanda Zorba à l'autre chat. Oh ben moi je dis c'est une bien belle journée, ouais, plutôt idéale pour se promener, un peu fraîche peut-être, Cette affaire réglée, Zorba reprit son chemin jusqu'à la porte du restaurant. À l'intérieur, les garçons préparaient les tables pour les clients de midi. Zorba miaula 3 fois et attendit assis sur le seuil. Peu après, Secrétario, un chat de gouttière très maigre, avec seulement 2 poils de moustache, un de chaque côté du nez, s'approcha de lui. « Bon, nous regrettons beaucoup, mais si vous n'avez pas réservé, nous ne pouvons pas vous accueillir. Nous sommes complets, miaula-t-il en guise de salut. Il allait ajouter quelque chose encore, mais Zorba le coupa. « Bon, écoute, je dois miauler avec Colonello, c'est urgent. »« Urgent, mais toujours des urgences des dernières minutes. Je vais voir ce que je peux faire, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une urgence, hein ?» miaula Secrétario et il entra dans le restaurant. Colonello était un chat d'un âge indéterminé. Certains disaient qu'il avait le même âge que le restaurant qu'il abritait, d'autres soutenaient qu'il était encore beaucoup plus vieux. Mais cela n'avait pas d'importance, car Colonello avait un étrange talent pour conseiller ceux qui avaient des problèmes, et même s'il ne résolvait jamais aucune difficulté, ses conseils réconfortaient. Par son âge et par son talent, Colonello était une autorité chez les chats du port. Secrétario revint en courant. « Bon, ben suis-moi, Colonello va te recevoir, exceptionnellement. » Zorba le suivit. Passant sous les tables et sous les chaises de la salle, ils arrivèrent à la porte de la cave. Ils descendirent en sautant les marches d'un escalier étroit et en bas trouvèrent Colonello, la queue dressée, en train d'examiner les bouchons des bouteilles de champagne. Ah, porca miseria! Les rats ont rongé les bouchons du meilleur champagne de la maison. Zorba, caro amico, hein? Salva Colonello qui avait l'habitude de miauler des mots en italien. Excuse-moi de te déranger en plein travail, mais j'ai un problème grave et j'ai besoin de tes conseils. Mais je suis là pour ça, caro amico. Secrétario, sera mi amico un peu de ces lasagnes al forno qu'on nous a données ce matin. Mais vous les avez toutes mangées, j'ai même pas pu les sentir, se plaignit Secrétario. Zorba remercia en disant qu'il n'avait pas faim et raconta rapidement la tumultueuse arrivée de la mouette, son état lamentable et les promesses qu'il avait été obligé de faire. Le vieux chat écouta en silence, puis il réfléchit en caressant ses longues moustaches et finalement miaula avec énergie. « Porca miseria! Il faut se débrouiller pour que cette pauvre mouette puisse reprendre son vol. » Bah oui, mais comment? Le mieux, c'est de consulter GCTO.
C'est exactement ce que j'allais suggérer. Pourquoi faut-il toujours qu'il m'enlève les miaulements de la bouche, celui-là? Oh! Mais oui, c'est une bonne idée, je vais aller voir Je sais tout, approuva Zorba. On va y aller ensemble. Les problèmes d'un chat du port sont les problèmes de tous les chats du port, déclara solennellement Colonello. Les 3 chats sortirent de la cave et coururent à travers le labyrinthe des cours des maisons alignées en face du port jusqu'au temple de Je sais tout. Chapitre 6. Dans un endroit étrange. Je sais tout habitait à un endroit assez difficile à décrire car, à première vue, cela aurait pu être un bric-à-brac d'objets étranges, un musée des extravagances, un dépôt de machines hors d'usage, la bibliothèque la plus chaotique du monde ou le laboratoire d'un savant inventeur d'engins impossibles à nommer. Mais ce n'était rien de tout cela, ou plutôt, c'était beaucoup plus que cela. L'endroit s'appelait Harry Bazar du Port, et son propriétaire, Harry, était un vieux loup de mer qui, au cours de 50 ans de navigation sur les 7 mers, s'était employé à réunir toutes sortes d'objets dans les centaines de ports qu'il avait connus. Lorsque la vieillesse s'installa dans ses eaux, Harry décida de troquer sa vie de navigateur contre celle de marin à terre et d'ouvrir le bazar avec tous les objets qu'il avait réunis. Il loua une maison de 3 étages dans la rue du port, mais elle était trop petite pour exposer ses collections insolites, si bien qu'il loua la maison voisine à 2 étages, mais ce n'était toujours pas suffisant. Alors finalement, après avoir loué une 3e maison, il réussit à ranger tous ses objets. Rangés, évidemment, selon son sens de l'ordre très particulier. Dans les 3 maisons réunies par des couloirs et des escaliers étroits, il y avait près d'1 million d'objets parmi lesquels il faut signaler 7200 chapeaux à bord souple pour que le vent les emporte, 160 gouvernails de bateaux pris de vertige à force de faire le tour du monde, 245 feux de navires qui avaient défié les brumes les plus épaisses, 12 télégraphes de commandement écrasés par des capitaines irascibles, 256 boussoles qui n'avaient jamais perdu le nord, 6 éléphants de bois grandeur nature, 2 girafes empaillées contemplant la savane, un ours polaire naturalisé dans le ventre duquel se trouvait la main naturalisée aussi d'un explorateur norvégien. 700 ventilateurs dont les pales rappelaient les brises fraîches des crépuscules tropicaux, 1200 hamacs de jute garantissant les meilleurs rêves, 1300 marionnettes de Sumatra qui n'avaient interprété que des histoires d'amour, 123 projecteurs de diapositives montrant des paysages où l'on pouvait toujours être heureux, 54 000 romans dans 47 langues, 2 maquettes de la Tour Eiffel, l'une construite avec 1 demi-million d'aiguilles à coudre et l'autre 300 000 cure-dents. 3 canons de bateaux corsaires anglais ayant attaqué Cartagena de Indias, 17 ancres trouvées au fond de la mer du Nord, 200 tableaux de coucher de soleil, 17 machines à écrire ayant appartenu à des écrivains célèbres, 128 caleçons longs de flanelle pour hommes de plus de 2 mètres, 7 fracs pour nains, 500 pipes d'écume de mer, un astrolabe s'obstinant à indiquer la position de la croix du Sud, 7 coquillages géants dans lesquels résonnait l'écho lointain de naufrages mythiques, 12 kilomètres de soie rouge, 2 écoutilles de sous-marins, et beaucoup de choses encore qu'il serait trop long de nommer. Pour visiter le bazar d'Harry, on devait payer une entrée et une fois à l'intérieur, il fallait un grand sens de l'orientation pour ne pas se perdre dans le labyrinthe de chambres sans fenêtres, couloirs étroits et escaliers qui faisaient communiquer les 3 maisons. Harry avait 2 mascottes. Un chimpanzé nommé Mathias qui tenait la caisse à l'entrée, assurait la sécurité et jouait aux dames avec le vieux marin. Évidemment très mal. Il buvait de la bière et essayait toujours de tricher en rendant la monnaie. La 2e mascotte, c'était Je sais tout, un chat gris, petit et maigre qui consacrait l'essentiel de son temps à l'étude des milliers de livres qu'il y avait là. Colonello, Secrétario et Zorba entrèrent dans le bazar, la queue en l'air. Ils regrettèrent de ne pas voir Harry derrière le comptoir car le vieux marin avait toujours des paroles affectueuses et des saucisses pour eux. « Un instant, sac à puce, vous oubliez de payer l'entrée. Depuis quand est-ce qu'on... » Chapitre 8. Zorba commence à tenir ses promesses. En arrivant sur le balcon, les 4 chats comprirent qu'il était trop tard. Colonello, Je sais tout et Zorba regardèrent avec respect le corps sans vie de la mouette, tandis que Secrétario agitait sa queue dans le vent pour en chasser l'odeur de benzine. « Je crois qu'on doit lui fermer les ailes, c'est ce qui se fait dans ces cas-là. » Surmontant leur répugnance devant cet être imprégné de pétrole, ils replièrent ses ailes le long de son corps et en la déplaçant, ils découvrirent l'œuf blanc taché de bleu. « L'œuf! Oh, elle a réussi à pondre l'œuf !» s'exclama Zorba. « Oh, tu t'es fourré dans une drôle d'histoire, caro amico. Une drôle d'histoire. »« Qu'est-ce que je vais faire avec l'œuf ?»
s'interrogea Zorba de plus en plus angoissé. Bah, avec un œuf, on peut faire plein de choses. Eh ben, une omelette, par exemple. Oui, un coup d'œil dans l'encyclopédie nous dira comment préparer la meilleure des omelettes. Ah oui, alors, ce thème-là est traité dans le tome 15, lettre O. Oui, oui. Pas question. Alors là, pas un miaulement de plus. Zorba a promis à cette pauvre mouette qui s'occuperait de l'œuf et du poussin une promesse sur l'honneur faite par un chat du port engage tous les chats du port. Aussi, on ne touche pas à cet œuf, déclara solennellement Colonello. Mais je ne sais pas comment on s'occupe d'un œuf, j'ai jamais eu d'œuf, moi, miaula Zorba désespéré. Alors les chats regardèrent je sais tout, peut-être y avait-il quelque chose là-dessus dans sa fameuse encyclopédie. Je dois consulter le tome 15. Lettre O. Il y a sûrement tout ce que nous devons savoir sur l'œuf. Mais alors pour l'instant, je conseille la chaleur du corps, beaucoup de chaleur du corps. Indiqua je sais tout sur un ton pédant et didactique. C'est-à-dire se coucher sur l'œuf mais sans le casser. C'est exactement ce que j'allais suggérer. Mais c'est effrayant, cette capacité que vous avez de m'enlever les miaulements de la bouche. Zorba, reste près de l'œuf. Nous allons accompagner Je sais tout pour voir ce que dit son empilogat, son anquimo. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Nous reviendrons ce soir avec des informations et nous donnons une sépulture à cette pauvre mouette, décida Colonello avant de sauter sur le toit. Je sais tout et Secrétario le suivirent. Zorba resta sur le balcon avec l'œuf et la mouette morte. Il se coucha en faisant très attention et attira l'œuf contre son ventre. Il se sentait ridicule. Il pensait aux railleries que pourraient faire les deux voyous qu'il avait affrontés le matin si jamais il le voyait. Mais une promesse est une promesse, et, réchauffé par les rayons du soleil, il s'assoupit avec l'œuf blanc taché de bleu, tout con. Chapitre 8. Zorba commence à tenir ses promesses. En arrivant sur le balcon, les 4 chats comprirent qu'il était trop tard. Colonello, Je sais tout et Zorba regardèrent avec respect le corps sans vie de la mouette, tandis que Secrétario agitait sa queue dans le vent pour en chasser l'odeur de benzine. « Je crois qu'on doit lui fermer les ailes, c'est ce qui se fait dans ces cas-là. » Surmontant leur répugnance devant cet être imprégné de pétrole, ils replièrent ses ailes le long de son corps et en la déplaçant, ils découvrirent l'œuf blanc taché de bleu. « L'œuf! Oh! Elle a réussi à pondre l'œuf !» s'exclama Zorba. « Oh, tu t'es fourré dans une drôle d'histoire, caro amico. Hein? Une drôle d'histoire. »« Qu'est-ce que je vais faire avec l'œuf ?» s'interrogea Zorba de plus en plus angoissé. « Bah, avec un œuf, on peut faire plein de choses. Eh ben, une omelette, par exemple. » Oui, un coup d'œil dans l'encyclopédie nous dira comment préparer la meilleure des omelettes. Ah oui, alors, ce thème-là est traité dans le tome 15, lettre O. Oui, oui. Pas question. Alors là, pas un miaulement de plus. Zorba a promis à cette pauvre mouette qui s'occuperait de l'œuf et du poussin une promesse sur l'honneur faite par un chat du port engage tous les chats du port. Aussi, on ne touche pas à cet œuf, déclara solennellement Colonello. Mais je ne sais pas comment on s'occupe d'un œuf, j'ai jamais eu d'œuf, moi, miaula Zorba désespéré. Alors les chats regardèrent je sais tout, peut-être y avait-il quelque chose là-dessus dans sa fameuse encyclopédie. Je dois consulter le tome 15. Lettre O. Il y a sûrement tout ce que nous devons savoir sur l'œuf. Mais alors pour l'instant, je conseille la chaleur du corps, beaucoup de chaleur du corps. Indiqua je sais tout sur un ton pédant et didactique. C'est-à-dire se coucher sur l'œuf mais sans le casser. C'est exactement ce que j'allais suggérer. Mais c'est effrayant, cette capacité que vous avez de m'enlever les miaulements de la bouche. Zorba, reste près de l'œuf. Nous allons accompagner Je sais tout pour voir ce que dit son empilogat, son anquimo. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Nous reviendrons ce soir avec des informations et nous donnons une sépulture à cette pauvre mouette, décida Colonello avant de sauter sur le toit. Je sais tout et Secrétario le suivirent. Zorba resta sur le balcon avec l'œuf et la mouette morte. Il se coucha en faisant très attention et attira l'œuf contre son ventre. Il se sentait ridicule.
Il pensait aux railleries que pourraient faire les deux voyous qu'il avait affrontés le matin si jamais il le voyait. Mais une promesse est une promesse, et, réchauffé par les rayons du soleil, il s'assoupit, avec l'œuf blanc taché de bleu, tout con. Chapitre 9. Une nuit triste. À la lumière de la lune, Secrétario, Je sais tout et Zorba creusèrent un trou au pied du marronnier. Peu auparavant, ils avaient jeté la mouette du haut du balcon dans la cour en faisant attention qu'aucun humain ne les voie. Ils la déposèrent rapidement dans le trou et la recouvrirent de terre. Alors, Colonello miaula gravement. « Camarade chat, cette nuit, nous disons adieu à la dépouille d'une malheureuse mouette dont nous ne connaissons même pas le nom. Tout ce que nous savons d'elle grâce aux connaissances de notre camarade Je sais tout, c'est qu'elle appartenait à l'espèce des mouettes argentées et qu'elle venait peut-être de très loin, du pays où le fleuve rejoint la mer. Nous savons peu de choses d'elle, mais ce qui importe, c'est qu'elle est arrivée mourante chez Zorba, l'un des nôtres, et qu'elle a mis en lui toute sa confiance. Zorba a promis de s'occuper de l'œuf qu'elle a pondu avant de mourir, du poussin qui naîtra, et, ce qui est plus difficile, camarade, il a promis de lui apprendre à voler. Alors, voler, tome 23, lettre V. Voilà, V, voler. Entendit-on Je sais tout murmurer. C'est exactement ce que M. Colonello allait dire. Ne lui enlève pas les miaulements de la bouche. Promesse difficile à tenir, Poursuivit Colonello impassible. mais nous savons qu'un chat du port respecte toujours ses miaulements. Pour l'y aider, j'ordonne que notre camarade Zorba n'abandonne pas l'œuf jusqu'à la naissance du poussin, et que notre camarade Je sais tout regarde dans son enquilbo, dans ses bouquins, tout ce qui concerne l'art de voler. Et maintenant, disons adieu à cette mouette, victime du malheur provoqué par les humains. Tendons nos coups vers la lune, et miaulons le chant d'adieu des chats du port. Au pied du vieil arbre, les 4 chats se mirent à violer une triste litanie, et à leurs miaulements se joignirent très vite ceux des chats des alentours, puis ceux des chats de l'autre rive du fleuve, et aux miaulements s'unirent les hurlements des chiens, les pépiments plaintifs des canaris en cage et des moineaux dans leur nid, le coassement triste des grenouilles jusqu'au glapissement désordonné de Mathias le chimpanzé. Les lumières de toutes les maisons de Hambourg s'allumèrent et les habitants s'interrogèrent sur les raisons de l'étrange tristesse qui s'était subitement emparée des animaux.